et même bluffé. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, je suis particulièrement extraordinairement surpris par le succès de cette manifestation. Je dois dire, je suis étonné parce que un vendredi après-midi, pouvoir réunir plusieurs centaines de citoyens sur la place du village me paraît du village, pardon. De la ville. C'est vrai, enfin, le mot n'est pas péjoratif dans ma bouche, au contraire. Et je dois dire que Frédéric Boccaletti m'a pourtant habitué à m'étonner. Parce que j'ai vu ce garçon dans une situation assez tragique, puisque je crois qu'il me pardonnera d'évoquer son cas personnel, victime d'un grave accident de la route, et il a été soigné, hélas, dans l'endroit le plus dangereux de notre pays, c'est l'hôpital, où il a contracté de surcroît un virus supplémentaire qui l'a fait être en fauteuil roulant pendant des années. Et pendant tout ce temps-là, il n'a pas cessé de mener son action politique avec un courage, un dévouement, et je dois dire un héroïsme presque qui me surprenait, qui me faisait lui accorder une totale confiance. Je sais qu'il est modeste et il n'osera pas peut-être s'en prévaloir, mais il mérite véritablement la confiance de ses concitoyens, car il a prouvé dans sa vie personnelle qu'il était capable de... Je suis toujours un peu choqué dans cette... Il était capable de montrer que la vie, c'est d'abord un combat. C'est un combat contre l'adversité, c'est un combat contre le malheur, c'est un combat contre la malchance, et un combat que les gens courageux et dévoués finissent par remporter. Et c'est ce défi. C'est ce défi qu'il vous propose ici à Sifour, dans cette commune. Bon, bien sûr, ce n'est qu'une des 36 000 communes de la France. Mais, comme l'a dit Marine Le Pen, il faut construire à partir du bas. Et par conséquent, il faut reprendre notre pays pied à pied, en commençant par le commencement. Mais bien sûr, vous vous doutez bien que la plupart des grands problèmes ne seront pas résolus par notre victoire aux élections municipales à Sifour. Mais cette victoire y contribuera, car elle s'additionnera avec les efforts qui sont faits dans plusieurs centaines d'autres villes, et ce qui est tout de même un challenge extraordinaire pour un mouvement comme le nôtre qui a été, vous le savez, il y a quelques années, ruiné au point d'être obligé de vendre son bureau, son centre national, de cesser la parution de ses journaux. Et dans les 60 ans, je ne compte pas la Légion étrangère en Indochine, je ne compte pas non plus le syndicalisme étudiant à la corpo de droit, c'est-à-dire j'ai commencé de bonne heure, il faut dire la vérité, mais c'était un peu naturel. Quand j'ai perdu mon père, mort pour la France, j'ai été nommé pupille de la nation. Oh, ce n'était peut-être qu'une formule administrative, mais moi, ça m'avait donné l'impression que je n'étais pas un Français comme les autres, que j'avais d'autres devoirs, que je devais plus, puisque j'étais en quelque sorte un fils de France. Et j'ai soutenu cette gageure pendant de nombreuses années. Je suis souvent venu dans le Var, mais jamais aussi souvent, il faut bien dire, qu'à Nice. Mais faire des meetings à Nice, c'est quand même plus agréable qu'à Hénin-Beaumont, il faut dire la vérité. Et je dois dire, tenez-vous bien, j'ai dû faire, j'en faisais le calcul l'autre jour, plus de 60 meetings à Nice. C'est-à-dire pratiquement un par an. Oh, j'ai commencé petit, je me souviens de la première réunion, il devait y avoir 15 à 20 personnes. Et puis les autres, alors, ça a été de plus en plus grand, jusqu'à connaître des foules et à remplir toutes les salles de la plus grande salle de Nice.
et comme de même de faire mieux, puisque nous avons fait un meeting sur le stade de l'OM à Marseille, et quelques autres du même style. C'est de suite un long chemin. Et je dois dire avec exclusivement des adversaires. Le gros avantage la nuit, quand on est attaqué, c'est qu'on peut taper n'importe où, ça porte toujours sur des adversaires. C'était notre cas, nous n'avions pas de gants à prendre, puisqu'aussi bien l'ensemble de la société française, dans toutes ses expressions, nous était hostile. Il est vrai que nous rappelions à cette société décadente la grandeur de notre pays, la qualité exceptionnelle de son histoire et de son peuple, et que ceci comportait un certain nombre d'obligations, celle en particulier de se tenir debout, celle de prendre ses propres responsabilités, de ne pas les confier à d'autres, comme nous l'avons fait malheureusement dans le cadre de l'Union européenne, et j'en parle en expert, puisque il y a 30 ans que je suis député européen. Il y a 30 ans que j'assiste aux cérémonies de cette entreprise de dénationalisation de l'Europe. En 30 ans, l'Europe a été capable d'ouvrir ses frontières à une immigration massive, incapable de créer une défense européenne, et s'est même mise elle-même, en quelque sorte, à la botte de l'OTAN, dirigée par les Américains. Bon, bref, le combat que mène ici Frédéric et son équipe, que je salue très affectueusement et très du fond du cœur, mais c'est un élément du combat qui ne doit pas être négligé, et ma présence ici prouve que je le comprends et que j'y participe. Mais je suis moi-même en campagne, puisque je serai la tête de liste des élections européennes ici, et que je peux vous dire d'ailleurs que j'aurai immédiatement derrière moi Marie-Christine Arnautu, qui est notre candidate à Nice, et Bruno Gollnisch, qui va quitter l'Est pour venir avec moi ici, puisqu'il se présente aussi à Hyères. En conséquent, et puis d'autres encore. Je dois dire que j'ai les plus grandes ambitions aux élections européennes. Et d'ailleurs, je dois dire qu'elles nous sont reconnues en quelque sorte par l'adversaire. On admet que probablement, hélas, mon Dieu, le Front National sera en tête aux élections européennes. Il remportera aussi de très beaux succès aux élections municipales. Nous enlèverons, j'en suis sûr, la responsabilité de plusieurs villes, mais nous aurons des centaines, voire des milliers de conseillers municipaux dans d'autres villes, minoritaires peut-être, mais capables d'assumer notre représentation dans le combat que nous menons. À dire vrai, je vais vous dire le sentiment. Nous engageons une marche qui devrait se terminer, en tous les cas, se concrétiser en 2017. Nous allons avoir des élections municipales, des élections européennes, des élections sénatoriales cette année. Et nous pouvons avoir des élus dans chacune de ces élections, y compris les sénatoriales, à la suite justement de nos succès aux municipales. Et puis l'année suivante, il y aura des élections locales, cantonales et régionales. Je pense que nous serons en mesure à ce moment-là de prendre la région PACA aux socialistes. Et je pense qu'au bout du compte, en 2017, d'autant que les événements vont se précipiter, Marine Le Pen sera présidente de la République. L'Assemblée nationale sera à majorité patriote et sera en mesure d'arracher la France au destin mortel auquel elle est promise à l'histoire. Et j'ai trouvé dans les manifestations, spontanées dans le fond, car tout de même, à l'appel d'une dame sympathique, mais un peu folingue quand même, il faut dire la vérité, qu'il se soit réuni plus d'1 million de personnes par 2 fois pour manifester contre la dérive morale que comportait le projet de loi du gouvernement sur le mariage homosexuel,
Ça, c'est une des preuves de la capacité remarquable de notre pays à faire le sursaut nécessaire. Depuis 40 ans, les gouvernements qui se sont succédés, on peut dire pratiquement avec la même politique. Parce qu'entre l'UMP et le PS, d'ailleurs que nous appelons UMPS, il n'y a pas véritablement de différence. Et les gens qui nous ont représentés ont été des criminels. Oui, même M. Vialat, si je lui disais, il me dirait ce que me disait l'autre jour un de mes compatriotes bretons qui a été député pendant 20 ans, mais il dit, mais Jean-Marie, tu dis que je suis un criminel, mais je ne suis pas un criminel. Mais si, tu es un criminel, puisque tu as approuvé la politique qui amène le pays à l'endroit où il est aujourd'hui, au bord du désastre, au bord de la perte de son identité, de la perte de ses libertés, de la fin de sa sécurité. Enfin, ici plus qu'ailleurs, vous vous rendez bien compte quelles sont les conséquences de la politique d'immigration massive qui a été suivie depuis 40 ans, depuis 1974. Combien y a-t-il d'ailleurs d'immigrés en France? Il est impossible de répondre à cette question puisque tous les marqueurs sont délibérément supprimés. On ne peut pas, on ne doit pas savoir. Et qui dit cela? Madame Tribala, Michel Tribala, démographe du CNRS, de gauche, puisqu'elle a écrit un livre contre le Front National. Elle a écrit un livre sur la démographie, sur l'immigration, qui s'appelle « Les yeux grands fermés », dans lequel elle dit tous les chiffres relatifs à l'immigration en France sont truqués, masqués, manipulés. Tout se passe comme si on voulait que nous ne sachions pas ce qui est en train de se faire. Alors, combien sont entrés en France et ont fait d'enfants? L'INSEE dit 12 millions. Azouz Begag, ancien ministre, dit lui qu'à son avis, il y a 20 millions de musulmans en France. Ces chiffres ont de quoi étonner. C'est vrai que, à part quelques villes où on sait déjà que nous sommes minoritaires, une de nos collègues a montré la photo de sa classe où elle professe l'institutrice. Les 2/3 des enfants sont maghrébins. Ça se passe dans le Vaucluse. Mais c'est vrai aussi dans le Var. C'est vrai. À Roubaix, les musulmans sont en majorité. Alors on dirait, mais ils ne se manifestent pas. Ah, ils se manifestent quelquefois quand même, puisque d'après les statistiques, 86% des musulmans ont voté pour M. Hollande au deuxième tour. Alors vous comprenez mieux pourquoi le gouvernement de M. Hollande, continuant d'ailleurs en cela la politique de M. Sarkozy, car M. Sarkozy a naturalisé, c'est-à-dire fait électeur français, 750 000 étrangers en 5 ans. 750 000. Ah, c'est le chat qui a tiré les marrons du feu pour M. Hollande, parce qu'ils n'ont pas voté pour lui. Ils n'ont pas eu la reconnaissance du ventre. Ils ont voté pour M. Hollande. Et on comprend bien, en revanche, que M. Valls veuille faire au moins aussi bien que lui. Mais à cette cadence-là, mesdames et messieurs, nous serons minoritaires dans notre propre pays. Et quand nous serons minoritaires, ce ne sera plus la loi de la République qui s'appliquera, mais la charia, c'est-à-dire la loi musulmane, telle que vous la connaissez et telle qu'elle s'exprime. Il y avait l'autre jour une émission sur TF1 du soir, je crois que c'est dimanche soir, sur les tribunaux islamiques en Syrie. Ça me faisait froid dans le dos. Et encore, on a montré aux journalistes que ce qu'on a bien voulu montrer. On leur a pas montré les pires choses, mais déjà, ce qui nous a été montré est terrifiant. Cette immigration, dont vous savez qu'elle occupe pratiquement l'ensemble du logement social, et qu'elle est un début, c'est le début du commencement. Car le mouvement migratoire, comme il n'est pas contrôlé à nos frontières, comme nous n'avons plus le contrôle de nos frontières à la suite de notre appartenance à l'Union européenne, qui nous l'a interdit, eh bien ça va continuer. Alors permettez-moi de faire un petit retour en arrière. Le phénomène du XXe siècle le plus important n'a pas été la découverte
du téléphone portable, ni même le premier pas sur la Lune. C'est la naissance, le passage de 1 à 7 milliards d'habitants en l'espace d'1 siècle et demi, continuant vers 8, vers 9, vers 10 milliards. Et malheureusement, la courbe de production des biens de consommation n'a pas suivi la même pente. Ce qui veut dire que l'espace de pauvreté et de misère n'a cessé dans le monde et ne cesse dans le monde de s'étendre et de s'agrandir. Dans beaucoup de pays, il atteint un niveau insupportable. Tout près de nous, en Égypte, il y a sur un territoire grand comme la Bretagne, 90 millions d'habitants. 90 millions d'habitants dans le delta d'une île, grand comme la Bretagne. Et on vit avec $1 par jour. Il paraît qu'on peut vivre et faire vivre une famille avec $1 par jour. Pas moins. Et quand ce sera moins, ce sera l'explosion. L'explosion des plus pauvres qui se jetteront à l'assaut des bâtiments publics, mais pas seulement en Égypte, dans l'ensemble du monde. Mais les plus malins, les plus courageux, les plus riches fuiront et viendront où, à votre avis? Eh bien, dans le pays de Cocagne, le seul pays du monde où les étrangers sont mieux traités que les nationaux. C'est mirobolant, c'est suicidaire, mais c'est comme ça. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais, il y a quelques mois, sur la plage d'Hammamet, en Tunisie. Et je bavardais avec, je dois dire, de très jolies Tunisiennes en bikini. Oui, absolument. Et les bavardais d'une chose et d'autre. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais les enfants, et s'il y a la charia? On ira en France. C'est parti aussi sec, j'aime autant vous dire, il n'y a pas eu un souffle. Évidemment, et je ferai comme eux. Tout au long de ma vie politique, je n'ai cessé de dire dans mes meetings, vous ne devez pas en vouloir aux immigrés. Ce ne sont pas eux qui sont responsables de leur présence ici. Les responsables, ce sont les politiciens français de droite et de gauche que vous payez pour vous défendre. Je ferai demain, peut-être certains d'entre vous seront-ils à l'université d'été du Front National à Marseille, qui va être un très grand succès, très représentatif, un petit exposé, une conférence sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ce que j'appelle les 4 I. Immigration, islamisme, insécurité, imposition. Ce n'est pas exclusif d'autres drames, parce qu'il y a le chômage, il y a la ruine de l'éducation nationale, beaucoup d'autres problèmes en France. Mais ce sont les plus importants, ce sont les problèmes clés qui, s'ils ne sont pas résolus, entraîneront la mort, la disparition, non seulement de notre pays, mais du continent tout entier, ce que j'appelle le continent boréal, qui va de Brest à Vladivostok. Car par contraste avec le reste du monde, cet espace géographique et humain connaît une dépression démographique. Nous ne faisons plus assez d'enfants. Les autres en font 4, 5 fois plus que nous. Et contre cela, il y a évidemment la défense des frontières. Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit de vases. Vous connaissez la théorie des vases communicants, n'est-ce pas? Du plus important au moins important, le liquide passe. Mais il est en général contrôlé par des robinets. Ces robinets étaient nos frontières, que nous défendions, y compris les armes à la main, que c'était nécessaire. Parce que depuis que la France est France, il y a toujours eu des prédateurs pour venir chez nous, préférant que c'était plus agréable que chez eux. Et jusque-là, on a toujours réussi à les repousser. Là, maintenant, on a supprimé les robinets. Par conséquent, tout naturellement, le trop-plein de milliards du monde va se vider dans notre continent. Alors il entraînera, dit-on, ce sera terrible, parce qu'il y aura la guerre civile. Oui, peut-être, encore que pour faire la guerre civile, il faut être 2. Et il ne suffit pas d'avoir des fusils de chasse pour avoir des épaules pour mettre derrière.
Et dans l'état actuel des choses, il ne semble pas que l'État, les magistrats, nous encouragent à user de ces moyens de défense. Parce qu'aussi bien, vous avez vu le bijoutier agressé qui a tué un de ses agresseurs et mis en examen pour homicide volontaire. Eh ouais. Or, moi, je pense d'ailleurs que dans la dégradation de l'esprit public en France, l'érosion de la notion de légitime défense a privé notre pays de 50 millions de défenseurs, car déjà ceux qui se défendent eux-mêmes, comme moi je le ferais, comme je l'ai dit à mon commissaire de police, si un individu cagoulé entre chez moi la nuit, je le flingue. Et la précieuse sienne, je préfère ma pauvre peau à moi. Et puis, celle de Cali, et puis nous autres. C'est non seulement un droit pour l'homme, mais c'est un devoir que de se défendre, de défendre sa vie, de défendre son honneur, et même de défendre ses biens dans une proportion qui doit rester raisonnable, bien sûr. C'est pas parce qu'on vole une pomme à la terrasse d'un café qu'on a le droit de tirer un coup de fusil de chasse sur le voleur. Bien sûr. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La montée de l'insécurité dans notre pays est catastrophique. Le nombre de vols, de viols, de tournantes, enfin, pour une tournante, c'est-à-dire un viol perpétré à 10 ou 15 sur la même jeune fille ou la même femme, on prend 3 ans, 4 ans, et on en fait 2. D'ailleurs, depuis la loi Dati, on n'emprisonne plus les gens condamnés à moins de 2 ans. Et Madame Taubira veut faire mieux. Elle veut qu'on n'emprisonne plus les gens condamnés à moins de 5 ans. Je vous parlais tout à l'heure du logement social. Les Français savent-ils qu'il y a une véritable priorité qui est établie en faveur des étrangers, puisque le seul critère qui est retenu, c'est le critère social. Donc entre Pitru, qui a 2 enfants, une femme qui attend son VF3 depuis 10 ans, et la famille kurde, qui arrive en chemise avec 55 enfants, c'est la famille kurde qui a l'appartement. Alors c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles vous ne voyez pas très bien, on ne voit pas toujours très bien, l'importance de l'immigration. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont généralement cantonnés dans des espaces collectifs où on ne les voit pas, mais où ils constituent de redoutables concentrations communautaristes. Il y a quelques semaines, un ancien diplomate important, arabe, est venu me voir et il m'a dit « Monsieur le Président, ne sous-estimez pas la capacité insurrectionnelle de la minorité musulmane en France. Ne sous-estimez pas la capacité insurrectionnelle. Vous vous souvenez de 2005? Vous vous souvenez des milliers de voitures brûlées? Vous vous souvenez des attaques au cocktail Molotov? Mais à l'époque, on ne travaillait pas à la Kalachnikov. Ouais. Si de tels événements se produisaient, et qui peuvent se produire sur un incident de ce maintien de l'ordre, il suffit que les policiers soient amenés pour se défendre, à tirer ou à tuer un ou deux. On peut avoir le même style de réaction. Et d'ailleurs, les gouvernements sont transis de peur et donnent des consignes de recul aux forces de l'ordre. Surtout pas d'incident, surtout pas de problème. On ne poursuit plus les 2 roues de peur que renverser comme celui qui est jugé et qui a été condamné aujourd'hui à 6 mois de prison avec sursis. C'est un des aspects, l'aspect budgétaire lui-même. Écoute, on le sait, je crois que c'est M. Lolland qui l'a évalué, 70 milliards par an. 70 l'immigration. L'insécurité coûte 130 milliards par an. Et je vous le dis, mes chers compatriotes, comme je le pense,
À force de désarmer notre armée, la police, la gendarmerie, quand on réduit les effectifs pour des raisons budgétaires, sans faire porter l'effort sur d'autres secteurs où ce serait peut-être moins dangereux. Eh bien, nous avons actuellement 220 000 hommes de maintien de l'ordre pour un pays de 65 millions d'habitants. 220 000, ça veut dire qu'il y en a 50 000 opérationnels. Parce que les 200 000 ne sont pas 24 heures sur 24 à leur poste. 50 000 pour un espace de 550 000 km². Et il y a du souci à se faire. Et il est temps qu'on remette de l'ordre dans la maison, qu'on retire l'instrument de gouvernement de la main de gens qui sont incapables, hableurs, raconteurs d'histoire, discoureurs et incapables de volonté et de courage. Il y a des hommes et des femmes courageux dans notre pays. Eh bien, ils doivent être, il y a des hommes et des femmes courageux dans notre pays, ils doivent être à leur poste de responsabilité. Et ça dépend de vous. Parce que rien de ce qui doit être fait dans le pays ne sera fait par une poignée d'hommes ou de femmes si courageux, si dévoués soient-ils. Si le peuple lui-même ne s'engage pas dans cette bataille, s'il se contente de regarder. Or, toute notre éducation nous porte à être depuis des décennies plutôt des voyeurs que des acteurs, que ce soit sur le plan sportif ou d'autres, que je ne décrirai pas. Alors, ce que vous voyez ici aujourd'hui, qui moi me réjouit le cœur, c'est justement ce réveil de l'opinion. Déjà, la curiosité qui attire, on veut savoir. Vous devez vouloir savoir. Il faut que vous sachiez la vérité. Et quand vous saurez la vérité, le siège sera fait. Tout à l'heure, j'étais dans la voiture en conversation avec une journaliste de l'AFP qui me disait « Mais enfin, M. Le Pen, comment expliquez-vous cette vague qui se produit en faveur du Front National et de Marine Le Pen ?» Je lui ai dit « Écoutez, voilà, quand vous êtes sur la plage de Carnac, disons, de la Trinité, la mer monte. C'est pas désagréable, elle est d'abord aux genoux, puis elle arrive au divertissoir, là c'est un petit peu une petite secousse, et puis ensuite ça monte à la ceinture, jusqu'aux épaules, c'est très agréable. Et puis elle arrive au menton. Et là, il ne vous reste plus que quelques centimètres à vivre. Parce que si elle va passer au-dessus des lèvres, au-dessus du nez, c'est la mort. Nous en sommes là, mesdames et messieurs. Par conséquent, il n'est que temps. Il n'est que temps de se reprendre. Il n'est que temps, puisque nous en avons encore les moyens, vous en avez encore la possibilité de prendre les responsabilités qui sont les vôtres en participant à l'effort de redressement. Alors, bon, je ne vais pas parler de l'islamisme, je ne vais pas gâter mon sujet de demain, tout à fait, ni non plus de l'imposition, ça, il n'y a pas besoin. Je crois que Bercy a fait ce qu'il fallait pour que vous sachiez ce qu'il faut en penser. Moi, en tous les cas, j'ai reçu la mienne, heureusement que j'étais assis. Je ne m'attendais pas à ce coup-là. C'est vrai que j'avais fait une petite vente, malheureusement cette année. Et là, j'ai fait une matraque terrible. Il faudrait me l'attacher, c'est ça le problème. C'est ce truc comme ça. J'ai pas l'habitude, c'est pour ça qu'on ne m'invite pas assez souvent à la télévision et à la radio. Alors j'ai tendance à me laisser aller, à me baisser le micro. Chers amis, c'est passionnant de vivre les temps que nous allons vivre. Car il va dépendre de nous, il va dépendre de vous que ce pays soit sauvé, qui a 2000 ans d'histoire. Vous le devez à vous. Parce que quelquefois, les gens de mon âge me disent « Bon, n'importe comment, nous on sera morts avant. » Non, vous ne serez pas morts avant. D'abord parce que vous gagnez un trimestre de vie supplémentaire tous les ans et qu'en plus vous ne savez pas. Vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure. Mais vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants,
Ça vous est indifférent, le sort qui sera le leur? Vous leur avez déjà légué 2000 milliards d'euros de dette. 2000 milliards d'euros que vous avez légués aux générations suivantes. On a bien vécu, on empruntait à tire-larigot, sans possibilité ni espoir de rembourser. C'est de l'escroquerie. Et ceci a été fait, vous devez en être conscients, mesdames et messieurs, aussi bien par la droite que par la gauche. Je dirais même que je suis plus sévère pour la droite que pour la gauche. Parce que la gauche pense de façon un peu tordue, c'est assez naturel. Mais que la droite, elle le fasse aussi, alors que son nom indique au contraire, justement, une certaine rigueur, une certaine direction. Eh bien, ils ont été quelquefois pires. Et par conséquent, ils n'ont pas d'excuses. Et quand aujourd'hui, ils se battent entre eux pour essayer de rester au pouvoir, pour continuer la politique qu'ils ont faite. Mais enfin, on sait bien que nous allons dans le mur. Alors qu'est-ce que vous comptez faire d'autre? Est-ce que vous comptez rompre avec l'Union européenne qui nous a privés de notre souveraineté? Est-ce que vous comptez licencier des millions de gens qui sont inutiles? Ben voyons, les collectivités locales ont embauché dans les dernières années plus d'1 million de fonctionnaires. Est-ce que c'était indispensable? Pendant ces 18 mois, ils devraient être logés par la collectivité française. Logés où? Bah, dans les HLM, il n'y a plus de place. Alors on les loge dans des hôtels. Dans des hôtels à 50 €. Et quand il n'y en a plus, à 60 €. Quand il n'y en a plus, ça va jusqu'à 150 € par nuit. Là, voyons. Et quand ils seront 100 000, et quand ils seront 200 000, car ils seront 200 000, tenez. Et puis je vais en terminer avec ça. Il y a un événement qui va nous aider. C'est l'arrivée des Roms. Si, il arrive que le diable porte pierre. Le 1er janvier, les Roms sont autorisés à entrer en Europe, dans l'espace Schengen. Je les ai visités, moi, il y a une dizaine d'années. C'est une population très pauvre. Ils sont 12 millions en Bulgarie et en Roumanie. Ils attendent puisque il y a quelques mois, le tribunal administratif, probablement avec des juges du syndicat de la magistrature, a obligé les préfets à les loger. Mais les nomades, ils ne tiennent pas tellement à aller dans un HLM, même s'il y a de la place. Sinon, à leur donner 75 € par jour et par tête. Je peux vous dire que la nouvelle a fusé dans tout l'Est de l'Europe. Ils sont là, dans les starting blocks, exactement comme dans les films du Far West, vous savez, quand on distribuait les terres et que le préposé tirait un coup de feu et que tout le monde partait, qui avec sa carriole, qui avec son vélo, qui à la course pour essayer de se tailler un bout de terrain. Ils vont arriver, sie kommen, ils arrivent. Et alors j'avais dit l'autre jour que quand ils seront à Nice, le long de ce qui s'appellera désormais la promenade des Anglais, alors, M. Estrosi a dit, c'est une lepénade. Eh bien, moi j'aime mieux les lepénades que les escroqueries. Ce ne sera pas l'immigration la plus redoutable, mais elle sera la plus visible et la plus odorante. Je suis poursuivi par SOS Racisme, ou je ne sais pas qui encore, c'est-à-dire par les organismes qui sont payés pour ça, pour empêcher la liberté de pensée et d'expression. Je crois que ils auront... Je pense que nous aurons quelques semaines. Ils sont, et j'ai dit, je vais être poursuivi pour avoir dit que leur présence était urticante et odorante. Je n'ai même pas dit malodorante, j'ai dit odorante, mais urticante. Et alors je suis poursuivi par un imbécile qui est président des SOS Racisme et qui ne connaît pas le français, mais il a admiré, il s'appelle Diallo, on peut le comprendre. Il ne sait pas que urticante vient de ortie. Il a dit, Le Pen les compare à des insectes.
Il faut bien rire un peu, quoi, voilà. Dans notre malheur. Voilà. Je voulais vous dire ça. Et ça, c'est un des signes du ciel. C'est un des signes du ciel, car quand ils vont arriver par milliers ou dizaines de milliers, les gens vont se rendre compte de ce que c'est que l'invasion migratoire, alors qu'ils sont déjà presque envahis, toujours s'en rendre compte. Là, ils vont avoir un élément, d'ici là peut-être, ils vont se réunir à Bruxelles pour empêcher les Roms d'arriver. Mais il y en a déjà un certain nombre ici. Voilà. Alors, c'est un combat que nous allons mener. Nous avons l'habitude de cela. Nos pères aussi. On oublie que la Deuxième Guerre mondiale a fait 600 000 morts français. On oublie que... Ah oui, alors là, je vais vous dire quand même quelque chose. J'ai été particulièrement choqué de la réaction moraliste des Américains devant les morts de Syrie, en particulier les civils. Parce que les Américains, eux, les civils tués, ils connaissent. 1 million d'enfants tués en Irak par la faim, avec le blocus. C'est pas moi qui parle, c'est l'ONU. 1 million d'enfants. Et pendant la guerre, le défoliant, les armes chimiques au Vietnam et les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, les 50 000 Français qui ont été tués par les bombardements alors qu'ils n'étaient même pas belligérants. Et Hiroshima, Nagasaki, Tokyo, 100 000 morts en un quart d'heure. Délibérément, bombardement des populations civiles. Or, qu'est-ce qu'un acte terroriste? Un acte terroriste, c'est un acte criminel imposé à des civils pour essayer de faire pression sur des états-majors ou sur des gouvernements. Eh bien, les Américains ont usé de cette méthode criminelle. Alors, de grâce, Monsieur Kerry, gardez vos discours moraux. Pour vous d'ailleurs, je crois me souvenir que vous avez commencé votre carrière en luttant contre la guerre du Vietnam. Et maintenant, vous venez nous raconter, à la manière de votre prédécesseur, vous venez nous raconter qu'il y a des armes de destruction massive, qu'ils sont dans la petite bouteille, comme celle de M. Powell, sans doute. Vous vous êtes foutu de nous à plusieurs reprises. Non, merci. Et dans tous les cas, disons une chose. Nous n'avons rien à faire dans cette felouque qui s'occupe de leurs... Ça n'est pas... Je constate une chose, et vous la constatez avec moi. C'est que tous les dictateurs pro-occidentaux ont été renversés par les Américains, les Anglais et les Français pour mettre à leur place des islamistes. Voilà la vérité. Cessons d'être à la pote de qui que ce soit. Défendons nos propres intérêts. On nous dit, oui mais la France est très petite, vous savez. Oui, la Suisse aussi, la Norvège aussi. Ça ne les empêche pas d'être des pays qui se font respecter. On se fait respecter par la force qu'on a créée soi-même. C'est la grâce que je vous souhaite, ainsi soit-il. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes.